vous écoutez RFI, il est 6h30 ici à Paris, 4h30 en temps universel. Magali Lagrange. À la une de l'actualité africaine, le Gabon, reportage à Libreville à la cérémonie qui avait lieu hier au QG de l'opposant Jean Ping en hommage aux personnes tuées dans les violences qui ont suivi la présidentielle. Le président Ali Bongo est aussi l'invité de Sébastien Nemeth ce matin dans un peu plus de 10 minutes maintenant. Au sommaire également, le dialogue politique en République démocratique du Congo, les débats autour des options pour revoir le fichier électoral. Nous irons aussi au Burundi, l'Observatoire de lutte contre la corruption affirme que des jeunes exigent d'être payés pour assurer la sécurité dans une commune de Bujumbura. Et puis nous ferons le point sur l'enquête en cours à Madagascar après le meurtre de 2 Français sur l'île de Sainte-Marie. Le bras de fer continue donc au Gabon entre pouvoir et opposition après la présidentielle du 27 août dernier et la victoire d'Ali Bongo. Aucun incident n'était signalé hier à Libreville, mais des violences ont éclaté juste après l'annonce des résultats. Hier, au QG de Jean Ping, l'opposition a organisé une cérémonie d'hommage aux personnes tuées. Reportage Sébastien Nemeth. Devant un QG encore criblé de balles en certains endroits, l'hymne national est entonné par des dizaines de personnes. Elles se recueillent devant un autel baptisé la chapelle des combattants de la liberté, morts pour la patrie. Pour Anakle Bissiello, les violences renforcent l'opposition dans son combat. Il est trop tôt pour parler de deuil et de catharsis. Il s'agit simplement de réaffirmer la détermination, de dire aux familles endeuillées que les personnes qui sont mortes, que les corps qui ont été emportés ne sont pas tombés en vain, et que nous avons payé un prix élevé à travers leurs pertes et qu'il s'agit d'aller au bout. Le deuil viendra après. Une gerbe de fleurs est déposée, les personnes présentes marchent en silence autour de la place, puis viennent une à une s'incliner, se signer ou allumer une bougie sous le drapeau gabonais. Pour Jean Albert, cet hommage soulagera les familles. Je pense que les organisateurs ont pensé qu'il fallait bien le faire pour la mémoire de ceux qui sont quand même partis. Parce que ceux qui sont morts ne sont pas réellement morts, ils nous voient. Donc c'est quand même nécessaire pour apaiser ceux qui sont partis et même les familles. Un homme savant se déshabille entièrement pour réaliser un rite mouiri. Il se met à courir en lançant des incantations et en frappant par terre des troncs d'arbres afin de conjurer le mauvais sort. Boris Vichit, Sébastien Nemeth, Libreville, RFI. L'Union européenne a analysé les résultats de la présidentielle au Gabon. La mission d'observation relève, je cite, une anomalie évidente dans ceux de la province du Haut-Ogooué. Dans ce fief de la famille Bongo, les chiffres officiels donnent un taux de participation de plus de 99%. Et hier également, le Premier ministre français a appelé à un nouveau décompte des voix. C'est aussi ce que demande l'opposant Jean Ping. Le pouvoir, lui, refuse en se basant sur la loi électorale qu'il ne prévoit pas. Dans 10 minutes après le journal, vous entendrez d'ailleurs le président gabonais revenir sur cette question. Ali Bongo est l'invité de Sébastien Nemeth. Ce matin, il s'exprime pour la première fois depuis l'annonce des résultats de l'élection. Puis par ailleurs, 150 militaires français supplémentaires envoyés en renfort en Afrique. Une compagnie de plus, des parachutistes de la Légion étrangère basée en Côte d'Ivoire. L'état-major français rappelle que ces militaires peuvent être déployés dans toute la zone du Mali au Gabon. Il pourrait donc être mobilisé en cas d'évacuation des ressortissants français au Gabon. On discute en République démocratique du Congo. Le dialogue national a commencé, même si une partie de l'opposition n'y participe pas et continue de dénoncer un glissement du calendrier électoral. Hier, la commission électorale congolaise et les Nations Unies se sont exprimées tour à tour et ce sont justement les délais constitutionnels pour l'organisation des élections qui sont au cœur des discussions. Les débats d'aujourd'hui vont porter sur le fichier électoral. 3 options sont envisagées. Toiletter le fichier de 2011, le réviser partiellement ou bien une refonte totale. C'est cette dernière option que choisit la commission électorale. Une solution qui pourrait entraîner un retard de près d'1 an dans l'organisation de la présidentielle. Le représentant spécial adjoint de la MONUSCO, Mamadou Diallo, salue la bonne compréhension qui existe, selon lui, entre la mission de l'OIF, des Nations Unies et la commission électorale. La mission conjointe Organisation internationale de la francophonie, Organisation des Nations Unies, est venue faire l'appréciation du processus de révision du fichier électoral et qui a fait des recommandations. Il se trouve que ces recommandations ont été acceptées par la CENI et que d'une certaine façon, à quelques semaines, plus ou moins, il recoupe
un peu le calendrier que la CENI a mis en place. Et si les séquences présentées par la CENI sont respectées, je pense qu'on reste dans des délais raisonnables pour la finalisation du processus de révision. Mais pas dans les délais constitutionnels. Il n'y a pas d'option pour respecter les délais constitutionnels ou ça existe encore? Ceci a été présenté dans le cadre de ce qui a été appelé la première option, qui, au moment même de sa présentation, il y a quelques mois, était déjà obsolète. C'est-à-dire qu'il fallait simplement utiliser 3 mois pour procéder à un rapide dépoussiérage de la liste électorale de 2011 pour aller à des élections. Il se trouve que dans la présentation de la CENI, nous avons 3 descriptions, la majorité présidentielle, l'opposition, la société civile, qui tous utilisaient des termes presque les mêmes. Fichier électoral 2011 corrompu, fichier électoral 2011 non fiable, et fichier électoral 2011 infecté. Avec des qualificatifs comme ça et des épithètes comme ça, on ne peut pas penser qu'on peut utiliser un tel fichier qui recueille si peu d'adhésion pour pouvoir aller à des élections dans 3 mois. Parmi les participants au dialogue national en RDC, il y a les évêques de la conférence épiscopale. Hier, le président de la SENCO a rencontré le chef de la MONUSCO et le nonce apostolique, le représentant du pape François. La SENCO poursuit ses consultations et une nouvelle fois, les évêques lancent un appel à toutes les parties pour que tous participent au dialogue. La conférence épiscopale demande au gouvernement congolais davantage de gestes d'apaisement envers l'opposition. Son secrétaire général, l'abbé Léonard Santani. Les évêques attirent l'attention surtout quand ils parlent de ce cadre constitutionnel en ce qui concerne les articles verrouillés. Vous connaissez les articles verrouillés concernant notamment la durée du mandat présidentiel, concernant l'alternance démocratique au pouvoir et constituant à verrouiller ces articles pour permettre justement que le cadre actuel qui est issu des accords de San City et qui a été coulé dans cette constitution puisse gérer et maintenir l'équilibre. Ceci dit, il faudrait que toutes les forces vives qui sont là aient quand même ce cadre-là en mémoire et ne puissent pas violer cela. C'est un appel à la responsabilité des acteurs politiques par rapport à ce qui est en jeu, l'avenir de la nation. Mais il était important pour la SENCO de rappeler ce cadre-là. Ça veut dire que si ces conditions ne sont pas respectées, vous vous retirez? Oui, la SENCO ne voit pas comment elle pourra continuer à travailler si on arrivait à trahir ces exigences fondamentales. Des propos recueillis par Sonia Rollet. Toujours en RDC, des affrontements à Nyunzu dans la province du Tanganyika entre Pygmées et Luba. En une semaine, ils ont fait plusieurs morts et une dizaine de blessés. Selon plusieurs sources locales, un député national aurait encouragé la population Luba à s'organiser pour éviter tout nouveau pillage ou attaque des Pygmées. La police a été déployée. Une délégation du gouvernement provincial promet de se rendre sur place dans les prochaines heures. Au Burundi, l'Observatoire de lutte contre la corruption affirme que des jeunes obligent les habitants de la commune de Taangwa à Bujumbura à donner de l'argent pour assurer leur sécurité. Le maire de Bujumbura nie les résultats de cette enquête. Pour lui, ce système n'existe pas et surtout pas dans ce quartier où règne la sécurité, dit-il. Frény Bonimpa affirme tout de même qu'il va vérifier et promet des sanctions si jamais ces allégations venaient à se confirmer. On l'écoute. Ils ont été créés par rapport à la commune de Narangwa. C'est la commune qui n'a pas connu de perturbations sauf quelques quartiers. Donc, cet état de sécurité, pour moi, c'est une fausse information qu'il faut démentir. Ce sont des témoignages qui ont été recueillis, manifestement. Mais tu sais bien que les gens sont manipulés. Et si par le garde, il y a quelqu'un, un escroc, je dirais un escroc, qui fait ça, il faut qu'il soit puni sévèrement. Ça signifie que vous dites à la population, si demain on vous demande de l'argent pour votre sécurité, vous n'avez pas à donner cet argent. Il faut absolument que la population dénonce ces gens-là, s'ils sont là, et qu'ils soient publiquement sanctionnés. Mais c'est ce que fait justement l'Observatoire. Allez-vous demander aux forces de police d'enquêter? Moi, j'ai dit aujourd'hui aux forces de l'ordre, aux élus locaux, de bien vérifier cette information. S'il s'avérait que ça c'est vrai, ça serait très grave. Mais je pense que si on aurait déjà su ça. Des propos recueillis par Florence Maurice et l'organisation Reporters sans frontières lance une pétition et un appel aux autorités burundaises. RSF demande l'ouverture d'une enquête indépendante sur la disparition il y a plus d'un mois maintenant au Burundi du journaliste Jean Bigirimana qui travaillait notamment pour le journal Iwachu. À l'enquête à Madagascar après le meurtre de 2 jeunes Français, 2 jeunes bénévoles sur l'île de Sainte-Marie, c'était il y a 2 semaines. Depuis, 9 suspects ont été identifiés, 5 sont maintenant poursuivis pour assassinat après avoir été déférés devant le parquet de Tamatave puis présentés à un juge d'instruction. L'enquête n'est pas pour autant terminée, les corps des 2 victimes doivent être autopsiés cette semaine en France, Sarah Teto.
Dans cette affaire de double meurtre, 5 hommes viennent d'être incarcérés à la maison centrale de Tamatave, à l'est de Madagascar. Tous sont poursuivis pour assassinat. 2 d'entre eux sont également poursuivis pour détention de chanvre indien, l'autre nom donné au cannabis. Il s'agit du jeune plongeur français et du chef d'agence d'une banque de Sainte-Marie, tous 2 ayant entretenu une relation avec la victime. Les 3 autres suspects sont originaires de Tamatave et étaient à Sainte-Marie le soir du drame. Ils auraient été vus se disputer avec les 2 victimes dans la boîte de nuit où tous ont passé la soirée. L'enquête sur le terrain se poursuit avec la police locale. Dans le cadre de la coopération, le procureur de Tamatave se rendra vendredi à Paris pour assister à l'autopsie des corps qui ont été rapatriés la semaine dernière. Plusieurs mobiles de crime restent toujours à l'étude, mais d'après une source proche du dossier, les preuves matérielles tangibles manquent à l'enquête. On attend beaucoup des résultats de l'autopsie et des tests ADN réalisés en France, explique le commandant Eliane Radzonsson qui supervise les recherches. Ces éléments pourraient en effet permettre d'innocenter ou d'incriminer des suspects. Le dossier est en cours d'instruction, le procureur l'a rappelé, on n'en est pas au stade de chercher des preuves, mais au stade de trouver des charges. Sarah Teto, Antananarivo, RFI. Bonne nouvelle pour l'économie sud-africaine. Le pays évite la récession selon l'Agence nationale des statistiques qui a publié hier ses chiffres de croissance. Au 2e trimestre, le taux de croissance a légèrement dépassé les 3%. C'est le meilleur chiffre depuis près de 2 ans, Alexandra Branjon. L'Afrique du Sud est soulagée. Son économie a rebondi au 2e trimestre, plus 3,3%, grâce notamment au secteur minier et manufacturier, qui ont été tirés par les exportations de platine, dont l'Afrique du Sud est le numéro 1 mondial, et les exportations d'automobiles. Mais pour l'économiste Tabile Oka, cette amélioration est temporaire et principalement due aux mauvais chiffres du début d'année. S'il y a un ralentissement au 1er trimestre dans ces secteurs en général, il y a une reprise au trimestre suivant. Et c'est ce que nous voyons actuellement. Mais si l'on regarde à plus long terme, les projections montrent que les secteurs miniers et manufacturiers vont avoir des difficultés au 3e trimestre. Il s'agirait donc plutôt d'un petit rebond par rapport au début de l'année. Les économistes estiment que cette reprise ne va pas être suffisante. Sur l'année, la croissance devrait à peine dépasser les 0,5% et le pays risque de voir sa note souveraine dégradée par les agences de notation d'ici quelques mois. Alexandra Branchon, Johannesburg, RFI. Il est 6h42 ici à Paris. À suivre la revue de presse Afrique ce matin, ce sera en compagnie de Frédéric Couteau avec à la une aujourd'hui le Gabon. Et le Gabon, on en parle tout de suite aussi avec notre invité. Afrique Matin sur RFI, Magali Lagrange. Le président gabonais Ali Bongo s'exprime ce matin sur RFI pour la première fois depuis l'annonce de sa victoire à la présidentielle du 27 août. Pour la première fois aussi depuis les violences qui ont éclaté après l'annonce de ces résultats. Des résultats que l'opposition et son principal adversaire, Jean Ping, contestent. Les opposants demandent un recomptage des voix et une publication des résultats bureau de vote par bureau de vote. Pour le chef de l'État, tout recours doit se faire devant la Cour constitutionnelle. Quant aux violences, elles ont été, selon lui, orchestrées par l'opposition. Ali Bongo revient aussi sur l'arrestation d'un Ivoirien au QG de Jean Ping, accusé de manipuler les résultats du scrutin. Il répond aux questions de Sébastien Nemeth avec les moyens techniques de Boris Vichit. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Une délégation de l'Union africaine s'apprête à arriver à Libreville. Qu'attendez-vous de cette visite ? Selon la tradition hospitalité gabonaise, nous allons l'accueillir. Les violences post-électorales au Gabon et le litige au sujet de la contestation électorale, notamment de l'opposition. Qu'allez-vous dire à cette délégation à ce propos ? Il faut que l'on comprenne bien qu'à l'heure actuelle, il s'agit de respecter la loi. Certains ne peuvent pas prétendre méconnaître la loi. Être un bon démocrate, ça veut donc dire respecter les lois de son pays. Pourtant, l'Union européenne, l'ONU, la France, les États-Unis demandent à ce qu'il y ait un recomptage bureau de vote par bureau de vote. Vous n'êtes pas prêt à accéder à cette demande ? Je comprends qu'on me demande de violer la loi. Est-ce que dans un souci de préservation de la paix du pays, ne faut-il pas essayer d'aller au-delà du texte ? On est en train de me dire qu'il faut que je viole la loi, que l'on prononce les mots clairement. On me demande de violer la loi. Alors, c'est quand même particulier parce que souvent, on fait le reproche aux Africains de ne pas suivre les lois de leur pays. Moi, je ne dicte pas les lois, je les fais appliquer. C'est le rôle de tout gouvernant. C'est au niveau de la Cour constitutionnelle que l'on compte et l'on fait le recomptage des bureaux de vote. C'est au niveau de la Cour constitutionnelle. L'opposition dit qu'elle n'a pas confiance en cette institution, qu'elle juge biaisée.
et que les verdicts de la Cour constitutionnelle sont connus d'avance. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Je réponds que lorsqu'un candidat de l'opposition gagne une élection qui est validée par la Cour constitutionnelle, curieusement, cette Cour constitutionnelle ne pose pas de problème. Et pourquoi donc les résultats pourraient être biaisés? Pourquoi? Mais vous avez emporté dans la province du Haut-Ogooué avec 95% des voix, une participation proche des 100%. Beaucoup crient à la fraude. Qu'est-ce que vous répondez à ces accusations? C'est étonnant que l'on crie à la fraude le résultat dans le Haut-Ogooué et on n'entend pas crier à la fraude alors que nous venons de présenter un personnage dont la mission était ici d'organiser cette fraude. Et je suis étonné qu'on n'en parle pas. On parle du hacker ivoirien. Mais pris dans le sac, la main dans le sac. Et c'est curieux qu'on n'en parle pas. En matière de résultats, c'est curieux aussi qu'on ne regarde pas les résultats dans d'autres endroits du territoire où M. Ping a fait les 100%. Là, il ne s'agit que de localités. L'Haut-Ogooué, c'est une province très importante, très peuplée. Mais il y a plusieurs localités et provinces pour lesquelles il y a des choses à dire. En ce qui concerne le Haut-Ogooué, nous faisons ce résultat grâce à la campagne honteuse de M. Ping, qui a stigmatisé les populations du Haut-Ogooué, qui nous a insultés et qui a fait en sorte qu'il y ait une réponse massive et une mobilisation sans précédent des populations du Haut-Ogooué. Maintenant, la loi, elle est là. Si M. Ping a un problème, il va à la Cour constitutionnelle. Depuis longtemps, l'opposition accuse le pouvoir d'utiliser le Haut-Ogooué comme une variable d'ajustement dans les résultats. Est-ce que vous ne pensez pas qu'à l'avenir, les résultats du Haut-Ogooué devraient être publiés en premier et non pas en dernier? C'est extrêmement fâcheux de stigmatiser une province. Ici, dans notre pays, la plupart des hommes politiques ont un fief dans lequel il y a des résultats importants. Moi, je n'ai pas, en 2009, eu ce même genre de réaction, alors qu'on sait très bien que, par exemple, certains de mes concurrents, en 2009, ont fait des scores étonnants aussi dans leur province. Je ne m'en suis pas plaint. Votre adversaire, Jean Ping, se considère comme le président élu. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'on est dans une impasse, là? Nous ne sommes pas dans une impasse. Lorsque M. Ping s'est proclamé président, il ne l'a fait que sur la base de 30% de résultats. Ensuite, lorsque ce monsieur Yeo a été donc arrêté, il n'avait pu étudier que 1500 à peu près PV. Donc, M. Ping n'a jamais été en possession de la globalité des PV sur l'ensemble du territoire. Pourtant, il s'est proclamé président. Mais néanmoins, Monsieur le Président, les PV sont sur papier. Comment peut-on les hacker, les falsifier par informatique alors qu'ils existent physiquement? Les résultats étaient transmis à M. Yeo et à partir de là, il a organisé toutes ces manipulations. C'est même pire, c'est-à-dire que M. Ping n'avait même pas les PV et pourtant il s'est déclaré vainqueur. Est-ce qu'un dialogue est possible avec Jean Ping, avec l'opposition? Pour l'instant, ce qui est important et ce qui est envisageable, c'est que nous respections tous la loi. Mais même votre ministre de la Justice, ex-ministre de la Justice, vous avez recommandé ce décomptage des voix. Moi, je ne lui ai pas parlé. Donc, il m'a demandé ça quand? Ça ne vous gêne pas qu'il ait démissionné? Mais il a démissionné pour d'autres raisons qui ont trait à son passé. Et son passé le rattrape. Est-ce que vous n'avez pas des craintes qu'une nouvelle vague de violence survienne après le verdict de la Cour constitutionnelle? Je voudrais d'abord faire un commentaire. Ce qui est quand même surprenant, c'est que M. Ping s'est déclaré vainqueur et cela n'a donné lieu à aucune scène de liesse et de célébration. Et par contre, quand il est déclaré battu, aussitôt, nous voyons des scènes incroyables se produire dans la ville avec la violence, organisée non seulement à Libreville, mais dans d'autres villes du pays. Vous sous-entendez que c'est un mouvement piloté? Mais bien sûr. Je ne sous-entends pas. C'est prouvé, c'est clair. Quelle est cette réaction spontanée de population qui serait mécontente et qui irait brûler l'Assemblée nationale, vouloir s'attaquer à la télévision, attaquer certains édifices? Les magasins, les commerces ont été pillés, cassés. Nous avons arrêté ceux qui l'ont fait. Et puis qu'on m'explique, quel est le lien entre perdre une élection, protester et aller attaquer une prison pour délivrer les prisonniers? Et surtout les prisonniers, non pas politiques, car il n'y a pas de prisonniers politiques au Gabon, mais des prisonniers de droit commun, donc les grands criminels, l'on veut relâcher, remettre dans la nature. Expliquez-moi quel est le lien. Donc pour vous, ces séries de violences, de pillages, ce n'est pas un mécontentement politique face aux résultats? Pas du tout. Encore une fois, je viens vous parler des prisons qui ont été attaquées presque en simultané. Vous n'allez pas me dire que ce n'est pas une consigne. Nous sommes là devant des pillages qui ont eu lieu, où on est allé brûler, voler
vandalisé. Est-ce que vous considérez que le Gabon aujourd'hui est toujours une démocratie? Mais le Gabon est une démocratie. Je rappelle encore une fois que notre code électoral est un des plus sévères, stricts, et que notre processus a été connu jusqu'au bout, jusqu'au jour où même nous avons voté dans le calme, vous l'avez vu. Quand un candidat perd, il a les voies de recours pour contester, il préfère envoyer des personnes aller brûler, mettre en danger et tirer sur les forces de l'ordre, monsieur. Il y a eu également des tirs de la part de ces forces de l'ordre. Est-ce que vous ne trouvez pas que l'action des forces de l'ordre a été trop brutale? Je peux vous dire que si l'action des forces de l'ordre avait été brutale, nous n'en serions pas là. Et que les forces de l'ordre sont à recommander pour le service qu'elles ont accompli. Quand on vous tire dessus, vous vous défendez. Hein. Bien, moi j'ai visité l'hôpital militaire, j'ai vu beaucoup de gendarmes et de policiers blessés, touchés. J'ai vu des gens qui ont été blessés par balle, alors qu'on ne vienne pas nous dire que c'était des manifestations pacifiques. Est-ce que la contestation politique doit mener à cela? Est-ce qu'il n'y a pas un message de votre part pour obtenir un apaisement? Mais nous ne faisons que ça. Moi, j'ai fait ces gestes. Ce ne sont pas mes militants qui sont allés dans la rue. Ce ne sont pas mes sympathisants qui sont allés dans la rue pour piller et casser. On sait d'où ils viennent. On sait qui en a donné l'ordre. Et encore illustré par le dernier ordre qui demandait à ce que l'on bloque économiquement le pays. Est-ce que ça doit nous amener à tout ça? C'est la question qu'on se pose. Monsieur le Président, je vous remercie. Le président gabonais Ali Bongo répondait à Sébastien Nemeth. En Syrie, 3 soldats turcs ont été tués dans le nord dans la première attaque meurtrière imputée au groupe État islamique depuis le début de l'offensive lancée par Ankara il y a 2 semaines. Au Venezuela, l'opposition organise une nouvelle journée de mobilisation pour réclamer un référendum révocatoire contre le président Nicolás Maduro, 6 jours après avoir rassemblé à Caracas plus d'1 million de personnes selon les organisateurs, 30 000 d'après le gouvernement. Le président français est au Vietnam pour la première visite d'un chef de l'État français depuis 12 ans. François Hollande entame sa 2e journée sur place. Hier, 3 contrats ont été signés pour la vente de 40 avions Airbus. À Paris, le futur camp pour migrants annoncé au printemps sera installé sur 2 lieux. Des hommes seuls seront accueillis près de la porte de la Chapelle à partir de la mi-octobre et un second centre ouvrira d'ici la fin de l'année au sud de la capitale pour les femmes et les enfants. C'est l'heure de la revue de presse Afrique avec Frédéric Couteau. Bonjour. Bonjour Magali, bonjour à tous. À la une, le Gabon, toujours, l'Union africaine entre dans la danse. Oui, les médias du continent n'avaient évidemment pas connaissance au moment de leur bouclage des propos d'Ali Bongo, invité de RFI ce matin. Ils reviennent donc sur la principale information de ces dernières heures, à savoir l'envoi d'une délégation de l'Union africaine à Libreville. Le site Gabon Actu l'annonce de manière laconique. Le président en exercice de l'Union africaine, le président tchadien Idriss Déby Itno, a annoncé dans un communiqué que l'organisation panafricaine était disposée à envoyer au Gabon une mission de haut niveau composée de chefs d'État africains accompagnés de hauts responsables de la Commission de l'Union africaine et des Nations unies. Commentaire cette fois plutôt acerbe de legeli.com de l'intervention annoncée de l'Union africaine dans la crise post-électorale au Gabon. De quoi faut-il se désoler, s'interroge le site guinéen. Le retard de ce réveil qui intervient plus d'1 semaine après la publication des résultats et bien après les réactions de l'Union européenne, de la France, des États-Unis et de l'ONU, ou bien l'appréhension qu'inspire la perspective de cette intervention eu égard à la solidarité mécanique que les dirigeants africains ont tendance à faire valoir dans la résolution des crises qui éclatent dans les différents États. Certainement les deux, répond le Djeli, vu que c'est hier seulement que le président tchadien, président en exercice de l'instance panafricaine, a enfin évoqué l'hypothèse de l'envoi d'une délégation à Libreville. Et il y a des raisons de penser, poursuit le site guinéen, que c'est suite aux pressions, critiques acerbes et dénonciations sans concession à la presse et de la jeunesse africaine via les réseaux sociaux que l'Afrique consent à s'intéresser à ce qui se passe au Gabon, quoique timidement. Sur quel pied dansera l'UA, s'interroge pour sa part l'observateur Palga au Burkina. Comment en effet concilier 2 partis aux divergences aussi marquées et de surcroît réfractaires à toute forme de compromis? Comment mener une telle négociation sans d'abord diagnostiquer l'origine du mal, au risque de se mettre à dos l'une ou l'autre partie? Car si la médiation recommande un nouveau décompte, ce serait alors donner raison à l'opposition et à une partie de l'opinion internationale qui estime, comme l'a affirmé l'observatrice en chef de l'Union européenne, qu'une analyse portant sur le nombre de non-votants et les bulletins blancs et nuls révèle une évidente anomalie dans les résultats dans la province du Haut-Ogooué. En fait, il n'y a pas grand-chose à attendre de l'Union africaine, renchérit le pays, toujours à Ouaga.
Tout porte à croire que ce sera une mission inutile, estime le quotidien burkinabé, car plutôt que de prendre leurs responsabilités en main, en reconnaissant la défaite de Bongo fils, les missi dominici de l'UA se contenteront, comme à l'accoutumée, de ménager les susceptibilités du dictateur pour, in fine, préconiser un gouvernement d'union nationale avec tous les risques qui vont avec. Sacré UA. Et en attendant, le site d'information Gabon Echo pointe le lourd bilan économique suite aux violences post-électorales. Oui, un peu partout dans la capitale gabonaise, le constat est le même. Libreville ressemble à un champ de ruines, des édifices publics incendiés, des magasins et des épiceries pillées, des véhicules brûlés. Le bilan des dégâts s'élèverait à plusieurs centaines de milliards de CFA, d'après le ministre de l'Intérieur. Plus d'une semaine après les protestations, pointe encore Gabon Echo, si Libreville semble retrouver son calme de toujours, rien ne mentionne que l'avenir sera serein. Enfin, ce commentaire sur la situation gabonaise du quotidien Fraternité Matin en Côte d'Ivoire, encore une autre crise électorale qui nous rappelle des cauchemars que nous avons vécus. Et nous disons, nous, Ivoiriens, aux Gabonais, vous savez ce qui vous attend si vous continuez à vous affronter. Parlez, contestez, opposez-vous les uns les autres, mais ne recourez jamais à la violence, car aucun de vos camps ne s'en sortirait. Les Gabonais, conclut Fraternité Matin, ne sont pas obligés de passer par les cataclysmes que d'autres pays ont connus pour devenir forts. Ils peuvent juste s'en inspirer et se hisser à des niveaux supérieurs. Alors, prudence aux uns et aux autres. Merci Frédéric Couteau. Votre revue de presse est à retrouver bien sûr sur notre site internet, le www.rfi.fr. 4h56 en temps universel. Appelez-nous, exprimez-vous. Juan Gomez. En RDC, les poids lourds de l'opposition boycottent le dialogue national censé aider à l'organisation de la présidentielle de novembre. Ils réclament la libération des prisonniers politiques et la réouverture de plusieurs médias. L'opposition a-t-elle raison de boycotter? Vos réactions nous intéressent. 33 9 693 693 70. Juan Gomez avec vous au téléphone tout à l'heure à partir de 8h10 TU. RFI. Vivez votre passion du sport avec MoneyGram, transfert d'argent. Le journal des sports, bonjour Alexandre Seban. Bonjour Magali, bonjour à tous. On démarre avec de l'athlétisme, tentative infructueuse pour Genzebe Dibaba hier dans sa tentative de record du monde sur le 1000. Sur la piste italienne de Rovereto, l'Éthiopienne a échoué d'1 seconde et 74 centièmes dans sa tentative d'effacer des tablettes le record établi il y a 20 ans par la Russe Svetlana Masterkova. Dibaba a couru en 4 minutes 14 secondes 30 centièmes, nouveau record d'Afrique et deuxième meilleure performance de tous les temps en plein air sur ces 1609 mètres, je vais y arriver ce matin, de course. Attelé toujours avec la Réunion de Zagreb en Croatie, le Congolais Franck Elemba, 4e de la Réunion hier, avec un lancé à 20,89 m d'un concours remporté par l'Américain Krauser en 22,28 m. Et athlétisme, on continue à en parler, le ton monte du côté de la Confédération africaine qui n'en peut plus de se voir piller ses meilleurs athlètes. Réunie à Dakar, la Confédération africaine d'athlétisme va créer un groupe de travail afin de trouver des solutions pour que les meilleurs Africains ne soient plus naturalisés, notamment par les pays du Golfe. À Dakar, Babacar Fall. Rien que pour cette année 2016, plus d'une vingtaine d'athlètes, dont une grosse majorité d'Africains, ont été enrôlés par Bahreïn. Cette ruée vers les pays du Golfe et vers d'autres nations, la Confédération africaine d'athlétisme veut mettre fin. Elle travaille à faire durcir les conditions pour l'obtention de la naturalisation. Le phénomène a pris tellement de l'ampleur que ça commence à gêner dans les pays d'accueil, selon Hamad Kalkaba Malboun, le président de l'instance dirigeante de l'athlétisme africain. Quelqu'un a fait un commentaire en disant le championnat d'Amsterdam, c'est comme si c'était un championnat d'Afrique. Quelqu'un d'autre a fait un commentaire, il dit le championnat d'Asie, c'est comme un championnat d'Afrique. Alors on doit se mettre tous ensemble pour voir comment nous pouvons trouver le juste milieu. Mais changer les règles ne va pas suffire. Le président de la CAA estime qu'il faut aussi améliorer la condition des athlètes en Afrique pour arrêter la saignée. On n'a pas mis en place en Afrique des dispositions légales, sociales, qui s'impliquent de leur garantir une vie après la période de compétition. Lors des derniers Jeux olympiques à Rio, plusieurs médailles ont été remportées par des Africains, mais pour le compte d'autres pays, d'autres continents. Un manque à gagner. Babacar Fall, Dakar, RFI. Et puis coup d'envoi des Jeux paralympiques aujourd'hui à Rio, 20h30 TU pour la cérémonie d'ouverture, 4300 sportifs, 161 nations et 6 pays africains dont Sao Tomé et Principe, le Togo, le Congo, le Malawi et la Somalie.
Merci Alexandre Seban. À suivre un nouveau journal sur l'antenne de RFI. Le journal des sports Afrique vous a été proposé par MoneyGram Transfert d'argent. Plus de 30 000 points de vente MoneyGram à votre service partout en Afrique. MoneyGram, le lien qui vous rapproche.